Avec un déficit budgétaire de 3,4% en 2016 et une croissance revigorée, on pourrait penser que l'équation budgétaire se présente plutôt sous de bons auspices pour le nouveau gouvernement. Si la reprise se confirme et que le PIB se place sur une orbite de croissance de 2% l'an, ce qui paraît le cas au premier semestre, cette accélération de près de 1 point par rapport à l'an dernier serait susceptible à elle seule d'induire une réduction conjoncturelle d'1 demi-point de PIB du déficit pour 2017. Sur le papier, le gouvernement pourrait donc partir d'un déficit inférieur à 3%, tel qu'il a été programmé par la loi de finances 2017. Autrement dit, sans rien faire, la conjoncture pourrait offrir sur un plateau la cible des 3%. Mais les choses se corsent ensuite pour 3 raisons essentielles. D'abord, la France reste sur le papier contrainte par ses engagements européens. Et tant que sa dette demeure supérieure à 60% du PIB et que son déficit structurel est supérieur à 0,5% du PIB, elle est supposée réduire chaque année son solde structurel de l'ordre d'1 demi-point par an. Elle se doit par ailleurs de réduire tous les ans le ratio dette sur PIB d'1 vingtième de la part au-dessus des 60 points de PIB, c'est-à-dire de l'ordre de 4 à 5 points tous les ans. Et il sera difficile d'évoquer les circonstances exceptionnelles l'an prochain pour se dédouaner de cette obligation. Il y a ensuite les opérations cosmétiques dont hérite tout nouveau gouvernement. Le 2,7% de déficit programmé pour 2017 doit beaucoup à l'art consommé de Bercy de reporter le plein effet des mesures sur l'année suivante. C'est de bonne guerre en phase préélectorale. Ces bombes à retardement, on les connaît. C'est la création d'un crédit d'impôt sur l'emploi à domicile qui pèsera pour 1 milliard sur les finances de 2018. Il y a aussi l'extension du CICE au secteur de l'économie sociale et solidaire pour 600 millions. Et le reste à payer de toute une série de crédits d'impôt dont la Cour des comptes a souligné la dérive récemment. Enfin, il y a le coût du programme présidentiel. Lorsque l'on met bout à bout les annonces, il est clair que tout ne pourra pas être fait tout de suite. La flexisécurité a un coût, comme je l'ai maintes fois souligné. Celui de l'élargissement de la couverture chômage aux démissionnaires et aux indépendants. Celui peut-être aussi de la fiscalisation du financement de la Sécu. Car le basculement des cotisations maladie et chômage payées par les salariés sur la CSG n'est peut-être pas un jeu à somme nulle, puisque dans le même temps, les revenus du patrimoine seront sanctuarisés par la flat tax de 30% sur les revenus du capital, ce qui devrait en partie neutraliser les effets de la hausse de la CSG sur toute une partie de son assiette. À quoi il faut ajouter d'autres dépenses. Le renforcement des moyens pour la sécurité, la défense, l'éducation, qui alourdissent encore l'ardoise pour près de 1,5 milliard. À quoi il faut ajouter encore la promesse d'une relance de l'investissement pour 5 milliards. Faisons encore un petit tour du côté des annonces fiscales du candidat Macron. Il y a d'abord la réduction de la taxe d'habitation pour 80% des Français au rythme d'1 tiers par an, soit un manque à gagner de plus de 3 milliards d'euros. Le recentrage de l'ISF sur la fortune immobilière, qui pourrait se chiffrer à 2 milliards. Et surtout, le casse-tête technique de la pérennisation du CICE en baisse de cotisation patronale, qui conduit à alourdir la facture budgétaire de 20 milliards l'année de sa mise en place, puisque se télescope cette année-là ce qui est dû pour l'année précédente et ce qui est dû pour l'année en cours, les baisses de cotisation ayant un effet immédiat. À quoi il faut ajouter le manque à gagner sur la fiscalité du patrimoine, les dividendes, les plus-values, les loyers, etc., pour les tranches supérieures, et la baisse de l'IS, dont l'échéancier reste encore à préciser. Mis bout à bout, cela ferait plus de 30 milliards à financer pour 2018. Une mission difficile, pour ne pas dire impossible.